Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru. Je suis Gauthier Zimmerman et bienvenue dans Design Journeys. Design Journeys, c'est le podcast qui part à la rencontre des talents du design francophone. À chaque nouvel épisode, je discute avec un ou une designer à propos de son parcours, de son métier et de son quotidien. Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute! Salut Julien. Salut Gauthier. Très content de te recevoir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Design Journeys pour parler une nouvelle fois de The Design Crew. J'ai déjà fait un premier épisode avec Jordan, qui est le fondateur de The Design Crew, dont on parle, avec lequel je parle de beaucoup de The Design Crew, de la fondation de l'entreprise. Et avec toi aujourd'hui, on va parler un peu plus de la partie studio. Mais avant, on va parler de ton parcours. Et avant toute chose, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît ? J'avais pas préparé cette question-là. Non, je m'appelle Julien, j'ai 37 ans. Là, j'ai fait le compte il y a pas longtemps. Là, ça fait 15 ans que je bosse dans le design. J'ai commencé dans un web designer, dans une agence de pub dans l'est de la France. On est tous les deux originaires des Vosges. Ouais. J'ai fait web designer pendant 2 ans dans cette boîte-là. C'était pas mal. Il y a eu pas mal de rebondissements. Suite à quoi j'ai fait 3 ans dans un cabinet expertise comptable. Ça, c'est le truc un peu atypique du parcours. Tu veux que je déroule tout le parcours comme ça ou tu... Écoute, comme t'es parti, est-ce que tu peux juste me dire déjà comment t'en es venu en fait à choisir le métier de designer on repart encore quelques années avant ça. Ok. Ça a dû naître au lycée, en terminale, en première, je sais plus exactement, où en fait on se tirait la bourre avec un camarade de classe où on faisait des petits montages Photoshop, et c'est ça qui m'a amené pour la première fois là-dedans. Et enfin, les sources divergent parce que je pense à ça et je pense aussi au lycée, je jouais pas mal aux jeux vidéo. Et je m'étais chauffé à faire des maps, des tableaux, des niveaux pour un certain jeu vidéo. Donc je sais plus si c'est vraiment ça, le fait de faire du Photoshop avec mon pote, ou alors le fait de faire des maps pour un jeu vidéo qui m'a amené vraiment dans la création numérique. Et au départ, moi là-bas, je voulais faire de l'animation 3D. Parce que ça me plaisait pas mal. Et il y a une école qui s'appelle Supinfocom. Je crois qu'elle existe toujours d'ailleurs dans le nord de la France. Ils en ont une dans le sud également. Enfin, c'est une des écoles qui est vraiment précurseur du côté animation 3D au même titre que Gobelin. Et en fait, ce qu'ils faisaient, c'était vraiment incroyable. Et je me suis dit, mais c'est trop ça que je veux faire, quoi. Et en fait, j'ai commencé à me renseigner pas mal sur les admissions déjà, parce que ça se rapprochait. J'étais en première terminale, les admissions post-bac. Et en fait, en me rendant compte que c'était très compliqué d'accès pour quelqu'un qui dessine aussi bien que moi, c'est-à-dire vraiment terriblement nul, terriblement mal. En fait, je me suis un peu renseigné sur d'autres métiers un peu connexes et sur un salon d'orientation où il y a plein de stands avec plein d'écoles. J'ai croisé la route de l'école dans laquelle je suis allé, MJM Graphic Design, et c'est comme ça que ça a commencé. Donc du coup, tu as commencé en tant que graphic designer, ça. C'est ça, ouais. Graphic designer, j'ai fait un double... 2 années là-bas dans cette école-là, première en infographie PAO et deuxième en web design. En fait, il y avait un peu de parcours comme ça. Et ça m'a amené à taffer dans l'agence de pub que j'ai vue plus tard, quoi. Ok, donc tu as commencé justement ce que tu disais dans une agence de pub. Et là, tu faisais quoi ? Alors, je sais que j'ai noté que déjà, tu as commencé par une galère. Ouais. Quand tu es arrivé, c'est ça ? Putain, ouais. C'est quoi ? C'était parce que il y a eu une saisie, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'était dans une boîte qui payait pas vraiment ses fournisseurs ou l'URSSAF ou autre, et en fait les premiers jours on débarque, je super excité à l'idée de travailler sur des premiers projets professionnels et tout ça, et on te file ton Mac mini, t'installes ta suite Adobe, t'es content, et à midi t'as les huissiers qui débarquent et qui embarquent tout le matériel, et t'as plus une chaise pour t'asseoir, quoi. Donc pendant 2-3 jours tu travailles à la maison. C'était le début du remote, et finalement après tu vois que la boîte peut vivoter pendant longtemps comme ça avec des problèmes, et ça a duré encore 2 ans et demi comme ça. Ouais, si je commence par le commencement de ton expérience, c'est justement pour me poser la question de comment t'as fait pour rester 2 ans là-bas, parce que c'est un peu bizarre comme entrer en matière dans une boîte où tu dis ok, vous avez plus d'argent, qu'est-ce qui se passe ? Toi, du coup, tu as réussi quand même à t'épanouir en tant que designer pendant 2 ans dans cette boîte, dans ce contexte-là.
Bah, il y a deux trucs, deux facteurs à ça, je pense. C'est le premier, c'est en fait, c'était une des seules agences de cette taille-là de la région. Ok. En fait, on était une trentaine de personnes et en fait, quand tu reviens 15 ans en arrière, des agences de 15 personnes qui touchent au digital dans l'est de la France, il n'y en a pas tant que ça. Mm. Donc, en fait, c'était un peu par défaut, c'est soit ici, soit nulle part, quoi. Et l'autre facteur, c'est que il y avait des difficultés à la fin, les salaires arrivaient avec 1-2 mois de retard. Mais bon, c'était il y a 15 ans, j'étais beaucoup plus jeune et une grosse partie de ton salaire à cet âge-là, c'est plus pour faire la fête, quoi. Donc tu sacrifies un peu cet aspect-là pour continuer à bosser et c'est pas si handicapant que ça finalement, quoi. Ok. Et concrètement, pendant ces 2 années, t'as fait quoi? J'ai fait des sites internet essentiellement. J'ai fait des sites internet et de la PAO. J'ai fait des catalogues, j'ai fait des plaquettes, des brochures, des trucs comme ça. Un petit peu d'identité visuelle, mais j'ai bien vu que c'était pas vraiment le truc qui m'animait ni ce pourquoi j'étais bon. Les sites internet, en revanche, je faisais à la fois le front-end et à la fois le design. Et là-dessus, je m'épanouissais pas mal. Et tu vois, avec tous les défauts que pouvait avoir mon boss de l'époque, il m'a dit, sur un point annuel d'évolution, il me dit, ben toi, je te vois pas évoluer comme DA. Alors là, hyper vexé, parce que je pensais à l'époque que ma carrière était tracée dans cette direction-là. Hop, je suis graphiste, après je serai DA digital, etc. Et il me dit, je te vois plus dans un truc dans l'ergonomie ou dans la gestion de projet ou autre. Et je fais, nique-toi, quoi, parce que c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. Et en fait, tu regardes 15 ans plus tard, il avait juste, en fait, ce mec. Tu vois, genre, vraiment, je suis très lié à ce que je fais aujourd'hui, quoi. Ok. Et à quel moment, du coup, tu décides de partir, en fait, pour... Quand la boîte, elle ferme. Ok. Non, quand le vent commence à tourner et que la boîte est vraiment menacée de fermer, il y a un client pour lequel on bossait fortement sur tous les aspects de leur boîte, en fait, en communication, en web design, etc., qui propose à un petit groupe de gens dans l'agence de les rejoindre, en fait. Et c'est là que je vais dans le cabinet expertise comptable. Et quand je le raconte à chaque fois, ça fait... les gens sont un peu... sceptiques, quoi, mais c'était très particulier comme boîte, comme société. Ils avaient une vision très moderne de leur métier et plutôt que de recruter des comptables à la chaîne, etc., ils ont mis l'accent sur le développement de logiciels pour tout ce qui est répétitif, essayer de l'automatiser. Et ils ont demandé à des consultants d'écoles de commerce de gérer la clientèle, leur portefeuille, etc., et d'automatiser un maximum de choses, quoi. Donc c'est là que j'ai commencé, donc au départ, à faire comme avant, des sites internet, de la plaquette, des logos, des trucs comme ça. Et un peu plus tard, des interfaces, des plateformes SaaS, des applications mobiles, etc. Est-ce qu'on peut dire que c'est à peu près là où tu as commencé à découvrir ce qui était à peu près product design? Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Tu vois, le côté vraiment interface, le côté UX. Donc là, ça remonte, c'était il y a une douzaine d'années, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'était entre 2009 et 2012. C'est ça, j'ai plus les dates en tête moi, mais je te fais confiance sur les dates. C'est à peu près ça, ouais. Je pense. Alors tu vois, on n'avait pas forcément donné la nomenclature product design à ce rôle-là, un petit peu comme tout le monde qui a une carrière qui dépasse une dizaine d'années, quoi. Mais ça ressemblait fortement à ça, ouais. Okay. Et comment t'appréhendais cette nouvelle compétence? Comment t'es monté justement en compétence là-dessus? Parce qu'à l'époque, les gens commençaient à tâtonner, tout ce qui est web, produit, app, enfin, ça commençait seulement à arriver. Comment toi, t'as appréhendé ce nouveau marché, ce nouveau terrain de jeu? Comment je l'appréhendais, tu vois, comment je le vivais et dans quelle mesure ça m'intéressait, c'était une révélation pour moi, tu vois, un peu frustré en agence de tous les feedbacks que tu peux avoir de ça me plaît pas, je préfère le bleu, etc. Mais en fait, là, tu commences à comprendre qu'il y a un truc qui te dit ah ok, en fait, j'aime bien, j'aime pas, c'est plus ça fonctionne pas. Les gens arrivent à l'utiliser ou ils n'arrivent pas à l'utiliser. Et donc là, sur ce créneau-là, tu te dis ah putain, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire parce que hyper frustré de tous les feedbacks avec lesquels t'es pas forcément aligné et pas super constructif que tu pouvais avoir en agence, quoi. Et le côté comment tu l'appréhendes d'un point de vue apprentissage, un petit peu de la même façon dont je continue à progresser aujourd'hui et de la façon dont je vois le métier de product designer aujourd'hui, c'est que c'est un métier qui est basé où l'apprentissage est basé sur l'empirisme, où en fait tu apprends tes erreurs. Et à l'époque, t'as pas de point de référence, t'as pas de documentation et de gens qui font ça depuis super longtemps. Donc en fait, tu apprends en faisant beaucoup d'erreurs, quoi, tout simplement. Et aujourd'hui, je pense que j'ai encore cette même vision de ce métier-là, d'apprendre en faisant, en fait.
Qu'est-ce qui fait qu'au bout de quasiment 3 ans, tu décides de partir? Parce que j'ai l'impression que quand tu racontes cette histoire, tu es tombé dans une boîte qui appréhendait vachement bien le product design, où tu pouvais tester des choses, où le but c'était que ça fonctionne bien, ce qui est plutôt agréable comme boîte. Qu'est-ce qui te donne envie de partir, ou quelle est la raison qui te fait partir? C'est une opportunité. Je commence de par le développement de ce nouveau métier et tu vois le fait que moi commence à m'épanouir dans ce nouveau métier, je me renseigne un petit peu sur le monde des startups, etc. Et je suis une personne sur Twitter qui s'appelle Cédric Georgie, et un jour, donc à l'époque il était rédacteur pour des sites de tech en fait. Okay. Et je vois un tweet passer et il cherche des cofondateurs design produit pour monter un projet. Et je décide de lui envoyer un petit tweet, de répondre à son message. Je lui dis, si tu veux, on prend un café et on discute. Et c'est pour monter un site qui permet d'aller dîner chez l'habitant quand tu voyages. Et ça me chauffe. Je suis chaud pour partir avec lui, on se connaît pas. Et juste, on prend un petit moment pour voir qu'on arrive à s'aligner sur notre façon de travailler, notre vision de voir les choses, etc. Avec une troisième personne qui deviendra notre CTO. Et on est hyper alignés. Donc au bout de 2 mois, moi je pose ma démission et on part sur cette nouvelle aventure. C'est ouf, c'est super osé quand même. Ça fait quoi? Ça fait 5 ans que un peu moins de 5 ans que tu travailles en tant que designer, 3 ans que tu fais du product design, et là d'un coup tu t'envoies un message comme ça, tu fais quoi? Tu t'envoies un portfolio, quelque chose qui montre ce que tu fais, ou Pas du tout. Même pas? Pas du tout, je fais juste vas-y on prend un café quoi. Et on prend un café et je sais pas, la façon dont j'avais de voir les choses, qui n'étaient pas uniquement juste basées autour du graphisme, mais on va faire du fonctionnel, on va faire une marketplace, etc. Et de comprendre ça, je pense que il a dû voir d'autres personnes entre temps, mais ça a dû faire écho à ce qu'il avait envie de faire, et on est parti comme ça, quoi. Ouais, parce qu'au final, tu deviens pas designer, en fait, tu deviens CPO là-bas. Ouais, c'est ça. Alors CPO de toi-même. Hein. CPO de toi-même, ouais, t'es cofondateur. Mais du coup, l'aventure dure à peu près 2 ans. Comment ça se passe? Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment ça se passe, ce que tu mets en place, sur quoi tu travailles, comment tu évolues dessus, ce que tu en retiens? Ce que j'en retiens, énormément de choses, parce que on en parlera tout à l'heure sur mon parcours, mais j'ai travaillé chez Blablacar juste après. Ouais. Et en fait, c'est une marketplace dans ce qu'on appelait à l'époque l'économie collaborative. Donc en fait, tu fais très fortement le lien et le parallèle entre ce que tu as vu chez Blablacar et ce que tu as fait dans ta boîte. Et tu te dis, ah ouais, en fait, on a foiré plein de trucs, quoi. et donc du coup, tu as encore une fois l'empirisme, tu vois, genre on a fait plein d'erreurs et on apprend de ça et on les fait plus et on construit sa connaissance sur ça. Notamment le fait d'être 3 mecs de la tech à monter un produit et t'as beau avoir connaissance, avoir conscience qu'il faut shipper vite, etc., et te planter, et de lean startup et tout ça. En fait, ça demande une rigueur extrême et ça demande vraiment du courage de shipper un truc dont tu sais que ça marche pas, que c'est pas parfait, etc., et que c'est pas poli comme t'aimerais que ça soit polish in fine, quoi. Donc on a fait ces erreurs là. En fait, toutes les erreurs du bouquin, on les a faites, quoi. Mais du coup, toi, ces erreurs, en fait, comment tu fais ensuite pour passer au-dessus ou pour avancer? J'imagine que effectivement, tu fais l'erreur, t'essayes de plus la refaire, mais comment tu fais en fait? Est-ce qu'à un moment tu te dis ok, on a foiré là, donc on va mettre en place des tests utilisateurs? Comment tu fais ça? Tu prends un petit moment pour regarder dans le rétro par moment, tu vois. Tu te dis, ok, là, sur ces 3 derniers mois, qu'est-ce qu'on a fait? Ou tu te pointes du doigt les erreurs que tu as fait. C'est quand même vachement, comment dire, honnête et difficile à faire, parce qu'il y a il y a beaucoup de boîtes qui font pas ça, qui prennent pas ce temps-là, tu sais, où tu essayes d'aller vite, tu essayes de shipper vite et d'aller toujours plus vite, toujours plus loin. Comment justement t'as amené cette réflexion de dire au bout de 3 mois, il faut qu'on se pose, il faut qu'on réfléchisse? Mais ça, c'est personnel, je crois. Tu vois, c'est personnel dans les moments où tu discutes. On se disait pas, vas-y, on fait un post-mortem là, on prend 2 heures, on réfléchit à ce qui a pas marché. C'est plus, tu rumines le truc dans ton coin, et je pense que j'ai appris pas mal de choses dans mon coin avec ma propre appréciation de ce qui venait de se passer, et de se dire, ok, hyper frustré parce qu'on a fait une erreur, et moi je vis assez mal l'échec. Et tu dis, bon, comment je fais pour que ça se... comment j'ai un diagnostic clair sur ce qui vient de se passer et que je mets en place des choses qui font que ça se renouvellera plus, quoi. C'est intéressant ce que tu dis là. T'es probablement un des premiers qui l'admet sur le podcast que t'aimes pas l'erreur. En tant que product designer, normalement, t'en fais souvent. Tu testes des maquettes, tu les foires, tu fais des tests, tu les foires. J'en profite là pendant que t'en parles. Comment tu fais aujourd'hui, toi, pour accepter cette erreur et te dire qu'en fait, ça fait partie du métier? Il y a toujours une part de toi qui l'accepte pas, en fait, et que ça devient hyper frustrant, tu vois. Et donc, tu peux pas être
Enfin, en tout cas, j'arrive pas à être pleinement serein à chaque fois parce que comme je vis mal l'erreur et que c'est un métier qui est basé sur l'erreur, ben t'es destiné, c'est la fatalité d'être tout le temps frustré, quoi. C'est un peu moche à dire, non? Comment? C'est un peu moche à dire de dire que tu dois tout le temps être frustré. Ouais, mais tu l'acceptes en fait. Ouais. Tu l'acceptes qu'il y a toujours une part dans ton cerveau, une place dans ton cerveau pour cette frustration-là et tu vis avec et tu t'habitues à ça, quoi. Ok. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Si tu veux. Après 2 ans, vous vous faites racheter par Visit, qui est un de vos concurrents français. La seule question que je me suis posée à ce moment-là, c'est pourquoi tu continues pas de bosser chez Visit et tu décides de partir? Parce qu'il n'y avait pas l'opportunité. D'accord. Et parce que entre-temps, on avait déjà commencé nos tafs d'après. Quand on l'a revendu, on avait commencé nos tafs d'après. Et en fait, la façon dont ça s'est arrêté de bosser sur Cocooning, c'est que en fait, on n'avait pas l'attraction nécessaire pour lever des fonds quand on est arrivé à la fin de nos fonds propres. Et ce qui a fait qu'on a commencé à faire des missions freelance à droite à gauche, etc. pour manger en fait, tout simplement. Et en fait, il y a un moment où tu te dis, bon, en fait, attends, le produit, ça fait combien de temps qu'on n'y a pas touché? On passe notre temps à faire des missions et en fait, peut-être que c'est le bon moment de lâcher et de reprendre des tafs après, quoi. Donc ça a duré à peu près 6 mois, je pense. C'est les 6 mois de freelance que j'ai fait dans ma vie, je pense. Et après, voilà, on a enchaîné sur nos tafs respectifs, quoi. Ce qui t'amène du coup chez Blablacar. Ouais. Pourquoi tu as décidé de partir en UX design chez Blablacar plutôt que par exemple en product management ou en rôle un peu hybride? Ben, à la base, moi, j'ai postulé en product manager, tout simplement. J'ai postulé en PM et pendant mes entretiens, Vincent Roussillon, qui était l'ancien head of product, on fait les premiers entretiens, etc. On me donne une étude de cas à faire. Ouais. Et l'étude de cas, les retours que j'ai à faire dessus, c'était sur un audit de flow de commandes, je crois, ou de publication, peu importe. Et les retours sont très orientés expérience utilisateur. Et il me fait, en fait, pour PM, ça risque d'être short. Par contre, on a une offre du UX designer que j'avais vu, hein, mais je me suis dit, tiens, CPO, c'est cool, c'est un peu le next step de se dire product manager dans une boîte comme ça. Et donc, du coup, ouais, on arrête le process de recrutement pour product manager. Et je postule à celui de UX designer, ce qui fait que ça rallonge encore le process de recrutement. Ça a duré super longtemps. Mais voilà, j'arrive chez Blablacar comme UX designer, comme seul à l'époque UX designer de l'équipe design, produit. Ok. Et il se trouve qu'au même moment, il y a un PM qui se barre. Et ils me disent, ben, en fait, il se barre, donc le temps qu'on recrute quelqu'un, ça te dit pas de prendre ce poste-là. Et donc, du coup, pendant quelques mois, 2-3 mois, je dirais, chez Blablacar, mes 2 premiers mois chez Blablacar, c'était PM mobile. Et après, on a recruté quelqu'un pour ça, avec qui j'ai bossé longtemps par la suite, quoi. Et voilà, et j'ai repris le poste qui m'était destiné de designer. Trop marrant en fait, comme ça se passe et tout. Et à ce moment-là, ça t'a pas donné envie de rester PM? Non, parce que j'ai vu que, tu vois, à l'époque où j'ai postulé, je me disais que PM c'était à peu près aligné avec le profil que j'avais à proposer. Et finalement, quand je me suis confronté à ce que c'était vraiment un product manager, j'ai vu qu'il y avait une certaine différence et que peut-être que je m'épanouirais plus sur le poste de designer, quoi. Du coup, poste de designer, t'es le premier ou t'es le seul? Enfin, il y avait déjà eu des designers qui étaient partis. Par le passé, je crois qu'il y a eu des gens, ouais. Mais au moment où j'arrive, il y en a pas. Du coup, comment ça se passe pour toi? Parce que Blablacar, pour moi, c'est une grosse boîte. T'arrives en 2014. D'ailleurs, j'ai marqué 2104, un peu dans le futur. 2014, du coup, pour moi, la boîte existe déjà pas mal. Elle est déjà pas mal implantée. Il y a déjà pas mal de choses qui sont faites. Toi, en tant que premier designer, qu'est-ce que tu fais? Comment ça se passe? Tu bricoles en fait. C'est sûr que quand tu arrives et que t'es 4 product managers et que t'as un designer, en fait, tu peux pas faire énormément de choses que éteindre des feux, quoi. Et on en reparlera après pour Rich, mais ça a été un peu la même histoire. Ouais. En fait, t'arrives, tu te reposes sur la bande passante qu'ont les PM pour faire une partie de ton boulot parce qu'en fait, tu peux pas le faire entièrement. Et d'ailleurs, même à l'époque, en fait, j'avais pas forcément une grosse définition de ce qu'on pouvait attendre d'un UX designer ou d'un product designer parce que c'était mon premier poste comme ça. Ouais. Et en fait, tout ce que ça englobait, je l'ai appris plus par la suite, en fait. Ok, donc à l'époque, on peut dire quoi? On peut dire que tu faisais que des maquettes et tu éteignais les feux en faisant des maquettes parce que tu répondais aux besoins des PM. Ouais. Est-ce que c'est la raison qui te pousse à partir après 2 ans? Ce qui me pousse à partir après 2 ans, c'est une
une opportunité ailleurs déjà, poussé par Walid Elek, qui était un ancien collègue PM de Blablacar, qui était parti chez Hitch. Il y a ça. Il y a le fait que la boîte enchaîne quelques vagues de mauvaises nouvelles. On ferme des pays, il y a des gens qui partent, etc. Et aussi un désalignement avec la façon dont on fait le produit à cette époque-là. C'est un truc que j'ai eu l'occasion de rediscuter avec Rémi Guyot, qui est CPO de Blablacar. On était arrivé à un moment où l'équipe produit faisait ses specs dans son coin, faisait ses designs, sa discovery, etc. et poussait ça à l'équipe technique. Maintenant, débrouillez-vous, quoi. Il y avait c'était très hermétique, discovery, delivery limite. Et je voyais pas trop ça comme ça. Je partais du principe qu'on construit pas un produit tout seul et que vaut mieux mettre de l'huile dans les rouages et s'assurer que on collabore bien ensemble, ça va plus vite je pense, que de faire ça. Et en fait je suis parti essentiellement, avec une de ces raisons-là fortement en tête, en allant chez Hitch en me disant ok, je vais recommencer l'histoire et en fait je ferai un énorme focus là-dessus, quoi. Et du coup, comment ça se passe ton arrivée chez Hitch? Ah oui, mon arrivée chez Hitch. Alors déjà sur le côté process de recrutement, j'ai pas l'impression d'avoir eu un process de recrutement normal chez Hitch. J'ai juste Walid qui m'a fait une intro avec le CPO, on a pris un café, il m'a fait tiens, voilà un exo, j'ai fait l'exo, j'ai vu 2-3 personnes et c'est tout, quoi. Et ensuite, j'arrive dans un contexte où les gens ont pas compris chez Blablacar quand je leur disais je pars chez Hitch. Donc pour resituer, Hitch c'est une application de VTC, une application de mobilité qui à l'époque s'était lancée en mode peer-to-peer où toi, moi, on pouvait prendre notre voiture et aller faire des trajets le soir et le week-end pour permettre à des gens de rentrer chez eux, quoi. Et ça a été très fortement critiqué. Il y a même eu un procès. Ouais. Et procès qu'on a perdu 2 mois après que j'arrive dans la boîte, quoi. Et je pense que c'est là que tu veux en venir. Ah, c'est là où tu veux en venir. C'est là où tu veux en venir. Donc procès, service jugé illicite et donc nécessité de reconstruire avec la même user base de driver que Uber par exemple, où en fait on a transformé le modèle pour être un modèle où tu as des chauffeurs VTC qui ont des licences VTC pour opérer le service. Et ça c'était très marrant comme époque parce que c'est l'opportunité de montrer que tu es arrivé et que tu crois dans le projet, tu vois. Genre en tout cas en termes de galon et en termes de confiance que je pouvais choper de la part des cofondateurs, je pense que ça a été assez important parce que t'arrives dans la boîte, elle a un procès, le truc il a tout pour se planter et tu restes parce que t'y crois et que tu vas remonter le truc à bout de bras avec toute l'équipe, quoi. Et ça c'est très cool. Et du coup à l'époque t'arrives en tant que senior product designer. Tout à l'heure tu disais quand t'arrives chez Blablacar tu dois éteindre des feux. J'imagine que quand t'arrives chez Hitch c'est exactement la même chose. Ouais, c'est pareil. C'est pareil, il y a 2-3 PM qui sont là. Moi, je suis le seul designer vraiment dédié au produit. Il y avait quelqu'un qui était là et qui, à mon arrivée, s'est recentré un peu plus sur l'aspect communication branding. Et ouais, tu fais des maquettes et tu te reposes sur ce que savent faire les PM et ils font une partie du taf que normalement c'est toi, quoi. Et est-ce que tu as aussi ce sentiment, comme tu disais, que tu avais chez Blablacar, d'avoir une espèce de scission entre la partie produit et la partie tech? Non, et ça j'ai pu m'en rendre compte lors du recrutement, tu vois, du process de recrutement, parce que j'ai pu l'exercice de design qu'on m'a donné pendant ce process-là, j'ai pu voir des développeurs pour leur présenter ça. Et en fait, ils m'ont énormément challengé sur pas l'aspect technique, mais l'aspect UX et l'aspect produit du truc. Et tu dis en fait, oh, les gens ils sont recrutés sur pas uniquement leurs compétences techniques, mais sur leur compréhension de ce qu'on fait, la direction qu'on prend les développeurs. Et en fait, je me dis en fait, moi ce que j'ai envie de faire, d'avoir des liens très forts avec les développeurs, je vais réussir à le faire parce que ils sont recrutés dans cette, tu vois, avec cette dimension là, quoi. Ouais. Et j'ai pu m'en rendre compte très tôt. Et ça, c'était plutôt une chance pour pouvoir derrière construire l'équipe et s'assurer qu'ils fonctionnent bien et qu'ils collaborent bien les uns avec les autres. Justement, après 1 an, tu passes Head of Product Design. Premièrement, comment ça se passe la transition entre t'arrives, il y a des feux partout, et 1 an après, tu deviens Head of Product Design. Qu'est-ce qui se passe en fait sur cette année? On recrute une première personne. Donc ça m'amène à réfléchir à comment on travaille à deux. De toute façon, c'est quand même quelque chose que j'avais déjà fait chez Blablacar,
parce que on n'est pas revenu dessus, mais j'arrive, je suis seul designer chez Blablacar, je commence à construire le début de l'équipe, on est 3-4, et après il y a Rémi Guyot qui arrive pour prendre le rôle de manager de l'équipe Product Design et construire l'équipe telle qu'elle est aujourd'hui, quoi. Et après, ça a été refilé à Nicolas Duval. Donc voilà comment ça s'est passé chez Blablacar, et j'arrive chez Itch, c'est un peu la même histoire, quoi. Je recrute la première personne, je commence à anticiper le fait qu'on va travailler à deux, je nomme mes calques, ou je l'essaye de nommer mes calques. Si tu l'avais dans le podcast, il te dirait que c'était pas le cas, mais voilà, j'essaie de préparer un petit peu le terrain pour que ça soit pas un problème de travailler à deux sur le même fichier, parce que à l'époque c'était encore Sketch, il n'y avait pas forcément la possibilité de faire beaucoup de collaboratifs, donc on scinde les projets en plusieurs fichiers, et puis voilà, on travaille une espèce d'architecture de travail qui permet de collaborer, quoi. Et ensuite, pour compléter sur ta question de comment ça se passe le côté head of design, ça se fait un peu naturellement au fur et à mesure que tu commences à construire les gens. T'es le premier arrivé, tu viens de chez Blablacar, donc t'as vu l'équipe se monter, progresser, etc. En fait, on me fait confiance pour répliquer la même recette, même si j'aime pas le mot, ou en tout cas apporter la même direction de construire une équipe, la consolider et faire que les gens travaillent les uns avec les autres. Et c'est comme ça que ça se fait, en fait. Et justement, pendant à peu près 3 ans, du coup, t'es Head of Product Design. Comment se passe la progression? Tu recrutes, j'imagine, beaucoup. Combien vous étiez? Et qu'est-ce que toi, tu recherchais comme profil à cette période-là? On était au plus gros de l'équipe, on était 7-8 dans l'équipe Product Design. Donc aujourd'hui, c'est une petite équipe, mais à l'époque, il n'y avait pas tant d'équipes que ça qui étaient 7-8 designers. Ouais. Ça commence à faire quand même 7-8 ans. Ouais, mais comparé à des... Benoît en parlait dans le dernier épisode, mais de Doctolib, Conto, où ils sont 30, ça devient délirant. Enfin, pas délirant, parce que ça soutient les efforts de tech et produits qu'ils ont, mais ça devient démesuré par rapport à ce qu'on avait avant. Donc ouais, c'était une bonne équipe. À l'époque, c'était une grande équipe. Et ce que je cherche chez les gens que je recrute, c'est pas nécessairement leur qualité à faire de l'UI qui soit nickel, c'est plus leur capacité à résoudre des problèmes, parce que c'est à la fois ce dont la boîte avait besoin, et c'était aussi la façon dont je voyais le métier, quoi. Je suis très nul en UI, j'ai pu m'en rendre compte dans les expériences précédentes que j'avais fait. En tout cas, en visual design, je suis pas terrible, et j'en ai conscience, j'ai pu le voir dans mes expériences précédentes, et j'essaye de construire une équipe autour de cette idée-là, que le design, c'est pas uniquement l'UI et le visual design. On a des briques d'interface qui nous permettent de faire ça, et en fait, on préférait prendre des gens qui pigeaient des enjeux business, qui pigeaient des contraintes techniques, plutôt que des gens qui étaient dans Figma toute la journée à faire du pixel perfect, quoi. Et à aucun moment tu t'es dit, je veux recruter par exemple une personne dédiée à la UI pour soutenir le reste de l'équipe, qui serait, je sais pas, une sorte de design system manager ou quelque chose comme ça qui te permettrait d'avancer? C'est les réflexions que j'avais au moment où je suis parti. C'était peut-être la direction qu'on aurait voulu prendre. Jusqu'à présent, c'était pas nécessaire, et en fait, quand même, on faisait attention, où on essayait de soigner le recrutement de façon à ce que on ait des spécialités dans les gens qui rejoignaient l'équipe. Il y avait des gens plus forts en prototyping que d'autres, il y avait des gens plus forts en visual design que d'autres qui étaient plus forts en user research que d'autres. Et en fait, ça venait soutenir l'équipe sous les différents aspects. Ok. Et est-ce que tu avais mis en place des sortes de rituels pour que chacun qui a sa spécialité puisse former les autres à monter? Parce que j'ai l'impression que toi, tu cherchais, si je puis dire, des têtes bien faites qui peuvent apprendre facilement et rapidement certaines compétences pour pouvoir monter et pour pouvoir se développer ensuite. Ouais, on avait essayé plusieurs formats. En fait, tu vois, les rituels qu'on a eu au sein de l'équipe design, pendant 4 ans, ils ont évolué, on a itéré dessus, approche de designer, quoi. Des designs critiques, on a essayé de faire tous les modèles possibles, mais le but, c'était qu'en sortie de design critique, le designer était meilleur parce qu'il avait eu des feedbacks de gens plus seniors, le design était meilleur, etc. Donc on se basait pas mal sur cet artefact-là d'une semaine d'équipe design, la design critique. On avait testé des sessions de training dédiées à certains aspects.
On faisait un peu de prototyping, un peu de tooling, des trucs, de la prise en main de certains outils, des trucs comme ça. On a testé du pair designing aussi, où les gens pouvaient travailler à plusieurs ponctuellement sur des projets. Donc on a essayé plein de trucs pour que les gens puissent s'imprégner des spécialités des uns des autres et progresser de cette façon-là, quoi. Parce que j'avais pas la prétention ou pas même l'envie ou même les compétences en fait de faire ça de façon pas pyramidale mais hiérarchique où en fait je filais mes connaissances aux gens, quoi. Parce que si tu fais ça en fait t'es condamné à ce que l'équipe elle soit à ton niveau à toi. Et si tu veux une super bonne équipe, il faut que toi tes compétences en design elles se développent énormément. Et je préférais recruter des gens qui étaient meilleurs que moi sur certains aspects. Et voilà. Et d'ailleurs, toi, à cette époque-là, tu designais encore ? J'ai designé pendant longtemps, ouais. Au moment où on était 7-8, plus trop. Ouais. Mais dès lors qu'il y a eu des départs ou que la taille de l'équipe a réduit, j'ai repris certains projets, quoi. Mais c'était certains projets, c'était pas les plus importants, justement. Tu vois, c'était ceux où je pouvais filer un coup de main. Parce que t'as pas la bande passante nécessaire pour te pencher sur les plus gros sujets quand tu manages l'équipe et que t'es censé aller choper du feedback à droite à gauche sur ton équipe pour la faire vivre, etc. Okay. Mais tu gardais quand même un peu les mains dedans pour savoir un peu quelles étaient les nouvelles pratiques, les nouvelles façons de faire. Bah pas tant que ça en fait. Tu vois, c'est pas cette volonté-là de pas être déconnecté du métier, parce que encore une fois, c'était pas la volonté d'apprendre par mon savoir ou ma connaissance, etc. C'est plus simple en fait pour moi de comprendre leurs contraintes en parlant avec eux, quoi. Ouais. Plutôt qu'en passant des heures et des heures à faire ce qu'ils font. Et tu vois, c'est pareil que quand tu fais de la recherche utilisateur et de l'empathie, enfin, et que tu dois développer ton empathie. Ton empathie, c'est pas vivre la même chose que les gens, c'est essayer de comprendre leur point de vue, tu vois. Et en fait, c'est un peu pareil quand tu manages l'équipe. C'est pas, tu dois pas vivre exactement ce qu'ils sont en train de vivre, c'est tu dois prendre le temps de comprendre que ces situations qu'ils vivent peuvent arriver, quoi. Ok, très clair. Je passe pas plus de temps sur ton expérience chez Itch parce que j'ai déjà reçu Noémie dans le podcast. Tout à fait. Il y a 2 ans où on parle de product design, de user research, de tous les rituels que vous faites. Donc je pense que ça sert à rien de faire une redite, je mettrai l'épisode dans la description. Cela dit, pour toi, qu'est-ce qui fait qu'au bout de 4 ans, j'ai l'impression que tu as une super équipe, que le projet est assez incroyable. Pourquoi au bout de 4 ans, tu décides de partir ? C'est par opportunité, encore une fois, parce que avec Jordan, qui est devenu maintenant mon associé, qui a monté The Design Crew, on travaille déjà ensemble depuis 2 ans sur la formation Advanced. Et il était au courant que j'avais regardé à faire 1 ou 2 side projects ou à faire un pas de côté par rapport à mon boulot. Et à un moment, il me dit, est-ce que ton side project ou le pas de côté que tu es en train de vouloir faire, est-ce que tu voudrais pas le faire sur The Design Crew et t'associer à Jérémy et moi, et en fait, on développe la boîte ensemble, quoi. Et ça m'a plu. Ça m'a plu parce que j'ai, je pense, perdu la passion du craft. De toute façon, t'as compris, hein, j'ai jamais trop eu la partie crafter, visual design, tout ça. Mais j'ai perdu, je pense, la passion de me plonger dans un projet et de grinder le truc pendant des jours et des jours ou des mois ou des semaines. Et moi, ce qui m'intéressait le plus dans mon métier à l'époque de Head of Design chez Itch, c'était de parler de design. De démontrer la valeur qu'on pouvait avoir auprès d'autres équipes ou d'autres personnes quand il s'agissait de recruter des nouvelles personnes. Donc en fait, je focalisais pas mal de mes efforts à rendre l'équipe design sexy, l'équipe de design de Itch sexy pour qu'on puisse attirer des talents. Donc ça, c'est une partie de mon taf. Et l'autre partie de mon taf était interne, où j'essayais aussi de faire comprendre que justement, le design, c'est pas juste Figma ou c'est pas juste Photoshop et faire des montages ou faire des trucs jolis. Et cette partie de démontrer la valeur que ça peut avoir le design, c'est ce qui me plaisait. Et là, avec l'opportunité que m'offre Jordan, je me dis, en fait, tu as cette opportunité de démontrer la valeur du design, pas au sein de ta boîte, mais au sein d'un écosystème, de faire plein de trucs, du contenu, des meet-up, d'écrire des articles, de rencontrer des gens, travailler sur différentes verticales qu'on a aujourd'hui pour faire ça. Et ça m'a plu de le faire à une plus grande échelle. Top. Donc tu l'as un peu dit, là, j'ai noté en 2018, en fait, tu commences à être mentor dans The Design Crew. Ensuite, tu rejoins en novembre 2020 l'équipe en tant que cofondateur. Donc, comme je l'ai dit en intro, j'ai déjà reçu Jordan, dans lequel on parle en long, en large et en travers de The Design Crew sur toute la partie formation, sur la partie marché du design, sur la partie recrutement.
Et au moment d'enregistrer, quand j'ai voulu lui parler du studio, il m'a dit que la meilleure personne pour en parler, ça serait toi. Ouais. Ce qui t'amène ici aujourd'hui. Et du coup, est-ce que tu veux bien un peu présenter The Design Crew Studio? Ok. Alors, The Design Crew Studio, c'est une verticale de The Design Crew qui est dédiée à réaliser des missions auprès d'entrepreneurs ou de startups ou de scale-up pour les aider à développer et concevoir, pas développer d'un point de vue informatique, mais concevoir et scaler leurs produits. Et je te dis entrepreneur, startup, scale-up parce que en fait, c'est le background qu'on a. On n'a jamais travaillé avec La Poste ou Leroy Merlin ou Decathlon, des grosses boîtes comme ça. On a travaillé que dans des boîtes tech ou des boîtes start-up, petites, moyennes, grandes. Et en fait, c'est ce qu'on peut proposer. En fait, l'axe de communication aujourd'hui qu'on a pour parler à nos prospects, c'est on connaît la route sur laquelle vous êtes parce qu'on y a été il y a quelques années. Et donc, les missions qu'on fait, c'est tout ce que tu peux demander à un product designer en interne parce qu'on l'a été, on sait comment ça fonctionne et on se dit que c'est une vraie plus-value sur le marché. Parce que c'est pas le cas de toutes les agences, tous les studios qui ont pas développé un background aussi important dans ce genre de boîte. Et les missions sur lesquelles on bosse, ça va de la création d'un MVP avec des entrepreneurs qui sont juste 2 dans l'équipe et qui ont rien pour l'instant d'un point de vue produit, jusqu'à venir soutenir la bande passante design d'une startup ou d'une scale-up parce qu'ils ont quelqu'un qui se barre ou ils ont ouvert un poste et ils ont du mal à trouver. Et jusqu'à des trucs spécifiques comme un audit de design system ou de la recherche utilisateur, de la discovery, des choses comme ça. On va revenir là-dessus. Au moment où on enregistre, ça fait 6 mois que le studio a été lancé. Tout à l'heure, tu parlais vachement de cette volonté de démocratiser le design, que ça soit en interne ou en externe. En quoi le studio permet ça aussi aujourd'hui? On le fait auprès d'entrepreneurs. Tu vois, quand ils viennent nous parler et qu'ils veulent juste un coup de peinture sur un mock-up, tu vois, sur des wireframes, on essaye de challenger ça, on essaye de leur faire comprendre ce qu'on peut apporter de plus. Et on n'essaye pas de limiter le scope de notre mission à juste faire des interfaces, quoi. Ah, ok, vous essayez d'aller plus loin. Vous n'êtes pas juste sur bonjour, on veut de la peinture, ok, voilà, et c'est fini, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. C'est ça parce que c'est pas le plus intéressant, c'est pas le plus épanouissant, je pense, pour un product designer qui aime bien résoudre des problèmes. Et en fait, on essaye, alors ça c'est tous les studios du monde vont dire ça, mais tu vois, d'essayer de comprendre l'impact qu'on peut avoir sur les sujets sur lesquels on bosse. Et ça passe par plusieurs choses, notamment le fait d'avoir quelqu'un en interne qui soit dispo pour faire du ping-pong avec nous. C'est pas on prend un brief de notre côté, on travaille pendant 15 jours et derrière t'as un output, t'as des beaux mock-ups et merci, on se serre la main et c'est terminé. Et l'autre aspect, c'est essayer de réduire le temps qui existe entre notre travail et l'implémentation de notre travail. C'est-à-dire que nous, ça ne nous intéresse pas de travailler sur une mission où on va taffer peut-être en parallèle, en collaboration avec quelqu'un en interne, etc. pendant 3 mois, et que le truc, il voit le jour dans 2 ans, tu vois. Parce qu'entre-temps, il y a plein de trucs qui sont passés, etc. Et c'est pas comme ça qu'on fait du produit en interne, c'est pas comme ça qu'on l'a fait, nous, précédemment. Et en fait, c'est pas comme ça qu'on veut le faire sur le côté studio. Je comprends. Je vais revenir dessus. Juste une dernière question qui te concerne toi. Au sein du studio, c'est quoi ton rôle ? Mon rôle au sein du studio, c'est je suis plus designer, je suis sales. C'est taffer sur la visibilité du studio, donc le faire connaître parce qu'on a des enjeux de montrer et de présenter notre offre totale chez The Design Crew parce on s'est fait connaître entre guillemets par nos formations et il y a peu de gens finalement qui sont au courant qu'on a un studio et qu'on peut les aider à concevoir leurs produits. Donc il y a ce côté visibilité, légitimité aussi, tu vois, toujours faire comprendre que on peut les aider parce que j'ai été aussi dans cette position de head of design dans une boîte où tu te dis jamais on fera appel à des prestats parce qu'ils connaissent pas nos problématiques, etc. et que ça sera trop long de les onboarder. Mon travail, c'est de faire comprendre aux gens qu'on peut s'onboarder assez rapidement sur des sujets et qu'on a des équipes qui savent réfléchir et savent prendre un sujet hyper rapidement et être pertinent très rapidement, quoi. Voilà. Donc toi, tu designes plus du tout? Je design plus. Je design la boîte, en fait. Ouais. Tu vois, c'est le C'est un peu ce que m'a dit Jordan déjà la dernière fois. Ouais. Et toi, du coup, tu designes plus la partie studio, c'est ça, ou tu... Ouais, mais en fait, tu vois, c'est pas poreux. Enfin, c'est poreux, justement, les différentes verticales qu'on a. On a encore
un regard très prononcé avec Jérémy, avec qui on s'est réparti les responsabilités studio. On a un regard très prononcé sur ce qu'on fait d'un point de vue éducation. Et Jordan aussi nous donne son point de vue sur ce qu'on fait d'un point de vue studio, tu vois. Donc il y a des échanges qui se font tout au long de la semaine, tout au long des périodes qu'on traverse sur les différentes activités qu'on fait. Ok. J'ai récupéré le nom de certains de vos clients, parmi lesquels Zenly, Agicap, Malte, Dalma. Il y en a bien d'autres, parce que j'ai noté que vous avez bossé sur 22 produits en 6 mois, ce que je trouve absolument énorme. Tu as un peu expliqué pourquoi les clients venaient vous voir. Et moi, je trouve ça assez ouf de voir, par exemple, Malte ou Agicap, dans lesquels j'ai reçu les Head of Design des deux boîtes dans le podcast, qui font appel à vous. Et je me suis dit, mais en fait, ces équipes qui sont ultra staffées, qui sont ultra compétentes, pourquoi elles font appel à vous? Sans dénigrer votre travail, hein, mais pourquoi elles viennent vous voir? Parce qu'un petit entrepreneur qui n'a pas de connaissances design ou qui n'a pas de connaissances... qui n'a pas de product designer dans son entourage, j'entends des boîtes comme ça, à quel moment elles font appel à vous? À partir du moment où en fait tu es sur un marché du travail qui est hyper tendu et que c'est une galère de trouver un designer, en fait toutes les boîtes, beaucoup de boîtes sont demandeuses de bande passante design et on va faire en sorte qu'elles se tournent vers des gens qui connaissent le plus proche possible leurs problématiques et qui travaillent le plus proche possible de la façon dont elles travaillent, quoi. Donc c'est essentiellement ça. Pour Agicap, on a fait leur MVP mobile. Ils n'avaient pas d'application mobile. On a essayé de construire la première brique avec eux. Et ils n'avaient pas de bande passante pour pouvoir faire ça. Donc, on a travaillé avec eux. Et c'est intéressant que tu parles de l'Agicap parce que, passons sur la question un peu de la prise de brief. Tout à l'heure, tu disais, en fait, c'est pas une entreprise qui arrive, qui nous donne un brief, on bosse dessus. Comment vous travaillez? Parce qu'il y a toute cette question de récupérer le brief, s'inspirer des valeurs de l'entreprise et de sa manière de travailler. Délivrer quelque chose, comment ça se passe concrètement? C'est pour ça qu'on travaille uniquement, très souvent avec des boîtes qui ont la possibilité de nous permettre de travailler au jour le jour avec elles. Okay. Et en fait, tout l'aspect s'imprégner de la culture de la boîte, même de l'expertise métier, etc., on se repose pas mal en général sur le PM. Et nous, on vient avec de la technicité, entre guillemets, sur comment on fait valider une idée, tu vois, essayer d'avoir les bons axes pour prototyper et tester ce truc-là le plus rapidement possible de façon à orienter notre développement, orienter notre solution vers telle direction. Donc voilà, on travaille comme ça, on essaye vraiment de travailler le plus proche possible d'eux et c'est ça qui nous permet de nous onboarder rapidement parce qu'on est en contact fréquent. C'est ça qui nous permet d'être aligné avec comment ils bossent dans l'entreprise, etc. Et en fait, c'est vertueux parce que plus tu le fais, plus tu vois des scopes et des façons de travailler différentes et plus tu arrives à t'adapter facilement en fait. Ok, plus tu te nourris en fait de ce que tu vois. Et tu dis que tu passes du temps avec les entreprises. Est-ce que vous y allez physiquement? Est-ce que vous allez physiquement dans leurs locaux pour voir comment ça se passe, comment ils sont organisés? Est-ce que ça reste à distance? Parce que je sais qu'à Agicap, ils sont à Lyon, par exemple, et vous êtes à Paris. C'est à la carte. Il y a vraiment, s'il y a le besoin de se rencontrer physiquement et qu'il y a la possibilité de le faire géographique, on le fait. Okay. Il y a des gens avec qui on a collaboré pendant plusieurs mois, on les a jamais vus. Okay. C'est marrant parce que le jour où on va les croiser, ils vont se dire « Ah ouais, t'es grand en fait, tu fais 2 mètres. » C'est vrai, tu es super grand. Ouais. Et... comment ça se passe ensuite? Je comprends bien la relation avec le PM, vous faites des choses. Comment ça se passe, vous, par exemple, quand vous faites de la recherche utilisateur pour faire la restitution? En soi, j'ai l'impression que vous allez quand même dans des boîtes qui comprennent assez bien le product design. J'ai pas l'impression qu'il y ait des boîtes qui soient très réfractaires à ce que vous faites, sinon j'imagine que vous ne bosseriez pas avec. Mais comment ça se passe ensuite concrètement? Tu vois, les allers-retours, j'entends, mais comment ça se passe quand vous faites de la recherche pour présenter ce que vous avez découvert, ensuite pour que l'entreprise puisse garder ces informations-là aussi, pour que vous puissiez avancer? Ça se passe exactement de la même façon que si tu avais quelqu'un intégré chez toi. C'est-à-dire qu'en fait, tu travailles avec le PM, et encore une fois, ça va être la même réponse, mais tu travailles en collaboration très fermée avec une personne en interne, typiquement le PM, et c'est souvent cette personne-là est avec toi pendant les tests, elle voit les mêmes choses que toi, et en fait, tu essayes de t'aligner sur les insights que tu as vus et que tu es capable de leur fournir, mais c'est pas une surprise, parce que souvent, les personnes ont suivi le truc avec toi. En fait, t'agis pas comme un prestat externe dans lequel tu vis dans ton tunnel et puis d'un coup tu ressors et tu fais coucou, voilà tout ce qu'on a, je vous file le dossier et puis prenez le bébé, quoi. On essaye on essaye qu'il y ait le moins de différence possible entre t'as recruté quelqu'un, il est en interne pour toi, et notre action à nous. Ok. Et tout à l'heure tu parlais du fait de pouvoir aussi voir un peu ce que vous faites, voir
le résultat final. J'ai reçu beaucoup de gens dans ce podcast qui ont fait des agences, qui me disaient à la fin, genre, en fait, une fois que t'as fini, tu files le bébé et puis ça met des plombes à être développé. Tu sais pas si ça a marché, tu sais pas s'il faut s'adapter et tout ça. Comment vous faites, parce que j'ai l'impression que vous avez craqué le truc pour faire en sorte de avoir ce suivi, savoir comment ça s'est passé, savoir si ça a eu un impact concret. En général, c'est dans le choix des missions. On prend des missions où ils font du product design dans le sens où on l'entend, où il va y avoir très peu de temps entre le moment où on travaille et le moment où ils vont travailler en implémentation. Souvent, il y a déjà les dates de prévues, les devs sont prêts, ils ont un attente encore. Donc ça permet d'avoir des retours assez rapidement. Et on essaye de s'y intéresser aussi. Tu vois, on essaye de demander des métriques et de les communiquer pas de façon absolue, mais de façon relative, tu vois. Rien ne t'empêche enfin, ça traduit rien du tout de dire que tu as eu un impact de 15% sur un flot de souscription, par exemple. Tu donnes pas le nombre de personnes qui sont passées par là, mais tu dis que ton travail, il a augmenté de 15%, quoi. Et ça vous arrive parfois de commencer une mission et puis en fait, une fois que ça a été fini, vous recommencez, en fait, vous êtes vraiment intégré dans le cycle produit et vous bossez sur plusieurs missions d'affilée ou sur plusieurs itérations du même produit? Ça existe essentiellement quand on fait entre guillemets de la régie. Là, on a quelqu'un qui a bossé avec Getaround pendant plusieurs mois. Le scope, il n'y avait pas de scope, quoi. C'était vraiment travail, prend le relais du designer qui vient de partir pour dépiler la roadmap et avoir une contribution de designer sur cette squad-là pendant plusieurs mois. Okay. Et c'est le temps que la personne suivante arrive, le temps qu'il trouve quelqu'un d'autre et qui l'onboard, quoi. Et justement, j'avais une question là-dessus. Lié à la partie recrutement de The Design Crew, quand vous travaillez avec des clients, est-ce que une fois que vous avez fini votre mission, vous essayez de placer des gens qui ont fait The Design Crew, donc en fait, par placer, non pas placer dans le studio, mais placer en tant que CDI ou freelance ou j'en sais rien, mais en dehors du studio? Vu que vous connaissez la mission, vous connaissez l'entreprise, vous savez peut-être quel profil va le mieux aller. Ouais, je sais pas si tu en as parlé avec Jordan, mais on a une verticale aussi d'aide au recrutement. Ouais, on en avait parlé. Ouais, et tu vois, on peut aider les boîtes à trouver leur prochain designer, et nous, côté studio, on vient s'intercaler le temps que tu trouves, quoi. Okay. Et en fait, on peut te présenter des gens, on a pris ton besoin, on sait comment tu travailles, on a travaillé avec toi, on a formé des gens, on les a vus pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, et donc en fait, on essaie de faire un matching de ça. Ouais, vous avez toute la chaîne de valeur, en fait. Ouais, c'est ça. C'est en fait les différentes activités qu'on a, elles sont plutôt vertueuses, elles se nourrissent les unes avec les autres. Tu formes des gens, ils partent dans des startups, ça te fait un point de contact pour le studio. Côté studio, tu peux recruter aussi dans les formations que tu fais. Enfin, il y a plein de ponts qui sont possibles entre les trois piliers là, quoi. On parlera de l'équipe du studio juste après. En préparant l'émission, je suis passé sur le site du studio et j'ai vu que vous proposiez 4 expertises. Donc le product design, la user research, stratégie et idéation et design leadership. Alors autant product design je vois, autant user research aussi parce qu'on en parle souvent. Qu'est-ce que c'est la partie stratégie et idéation et la partie design leadership? On est venu nous voir par exemple pour de la design vision sur la matérialisation de ton produit dans 2-3 ans. D'accord. Et on essaye de faire de l'idéation, d'essayer d'aller sourcer les idées en interne dans la boîte avec qui on bosse, histoire de matérialiser ça. Donc ça c'est pour la partie design vision, idéation. Et sur la partie design leadership, c'est arrivé qu'avec Jérémy, ponctuellement, on vienne en renfort des équipes design qui étaient en manque de head of design, par exemple. Malte, tu as cité Malte tout à l'heure. On a travaillé, avec eux en head of design par intérim. Jérémy a fait une mission avec eux de faire les one-one avec les gens, d'aider au recrutement en interne, etc. Comme s'il était head of design en fait. Ouais, c'est ça, comme s'il était head of design parce que Loïc était parti et que Tristan n'était pas encore arrivé. Merci pour le name dropping, comme ça je mettrai les épisodes des deux dans la description. Wink, wink. Et autant design leadership, j'entends, tu prends le rôle de quelqu'un d'autre. Pour la partie stratégie vision, c'est quoi? C'est vous essayez de faire des workshops, vous essayez de remplacer les gens pour... j'ai pas l'impression que ce soit votre méthode de travail, mais genre t'arrives, tu fais une stratégie, une vision, et à la fin tu leur dis voilà où vous devriez aller. Comment ça se matérialise? On va chercher en interne les volontés qu'ils ont envie de pousser, la vision que les fondateurs veulent donner à leur boîte, de les traduire en produits en fait, les traduire en design également. Et tu vois, sur la partie vision design, la partie vision produit, souvent en fait t'as
ton input et ton carburant, il se trouve dans la tête de tout le monde dans la boîte. En fait, tout le monde imagine des trucs pour le produit, a des envies différentes, etc. Et toi, ton taf, quand tu fais un travail comme ça, c'est d'aller sourcer tout ce carburant-là et de le transformer en quelque chose qui est matérialisable, tangible et partageable avec l'équipe en interne, de façon à avoir un document d'alignement, tu vois, d'avoir un artefact d'alignement avec elle, quoi. Parce que la façon dont tu imagines telle feature ou telle verticale dans une boîte, c'est peut-être différent de la façon dont on l'imagine un dev, de la façon dont on l'imagine une personne du marketing. Et en fait, le rendre tangible, ça permet justement d'avoir la discussion de ah ouais, moi je le pensais pas comme ça, etc. Et d'ouvrir la discussion et de t'aligner sur voilà à quoi ça ressemble ce qu'on va développer sur les prochaines années, quoi. Et quand vous avez un entrepreneur qui vient vous voir, qui a une idée un peu de son produit, est-ce que vous travaillez aussi d'abord avec lui sur cette vision avant même de créer le produit pour essayer de vous assurer que, entre guillemets, tout est correct ou que l'alignement est bon ou pas forcément? Pas forcément, parce que en fait, quand t'es entrepreneur et que tu veux lancer ton produit, en fait, t'es plein de... Ouais, en fait, si on le fait, mais à une échelle plus petite, tu vois, parce qu'en fait, tu discutes juste avec une personne ou deux, quoi. Okay. Et en fait, t'as pas tant de travail d'alignement, de matérialisation à faire parce que les gens l'ont déjà fait plus ou moins en interne. Et en fait, t'as juste à venir à faire profiter les entrepreneurs de tout le benchmark que tu connais, de tout ce que tu as vu en problématique dans ton expérience de designer, et de construire avec eux la première version de leur produit, tu vois. Et donc, tu as un petit côté, ok, on va vous challenger un petit peu parce qu'on a vu telle ou telle problématique dans une mission précédente ou dans nos expériences précédentes. On a fait plein de benchmarks, on a regardé plein de produits différents, donc on a vu ça et ça et ça. Donc, peut-être c'est pertinent pour votre truc, donc on vous le montre. Et en fait, tu construis cette V1 comme ça, quoi. Très clair. Aujourd'hui, vous êtes combien dans le studio ? Côté studio, on est 6 aujourd'hui. Donc il y a Jérémy, il y a 4 designers et il y a moi. Et là, il y a 1 ou 2 postes d'ouvert pour l'été et il y en aura un ou deux autres pour la fin de l'année. Sachant qu'on enregistre le podcast en juillet et qu'il risque de sortir en septembre, donc les postes de l'été seront peut-être pris. C'est ça. Ou pas. C'est ça. Et je mettrai les liens dans la description si besoin. On a une offre d'emploi si tu veux que je peux t'envoyer. Exactement. Les designers, est-ce qu'ils sont tous, un peu comme tu avais chez Itch, un profil complet, on va dire, ou en tout cas, ils maîtrisent tout, ou est-ce que c'est des profils qui sont spécifiques ? Est-ce que vous avez une personne qui est dédiée à la user research, une personne à la stratégie, une personne... C'est hyper aligné avec notre expérience de product designer en startup, où en fait, les gens ont des profils généralistes, et c'est de la même façon qu'on forme les gens, tu vois, les formations, elles sont très généralistes, parce qu'on croit dans le product design comme étant un métier de hyper large et pas un métier de spécialiste comme UX designer ou UI designer. Et en fait, on va rester fidèle à cette vision-là, à cette définition-là. Et même si les gens ont des appétences dans tel ou tel domaine, on ne recrute que des gens qui sont capables de prendre un projet de A à Z, en fait. Ok. Donc ça veut dire que quand vous avez un projet, c'est un designer ou une designeuse qui va être attitré à cette mission-là. Vous n'allez pas être, par exemple, 2 ou 3 designers dessus en même temps, où chacun, je sais pas, va proposer une solution 1, une solution 2, une solution 3. Ça peut arriver, d'accord, mais il faut que la mission, elle puisse se faire avec une personne de bout en bout. D'accord. Et en fait, tout ce que tu peux venir faire en renfort d'une autre personne, parce qu'en fait, c'est aussi le levier d'avoir un design studio, c'est de comparer à être freelance, c'est d'avoir plusieurs personnes au sein de ton entité. Il faut que la personne, elle puisse être capable de mener le projet de A à Z toute seule, mais ponctuellement, quand il y a besoin d'idéation, quand il y a besoin de challenger des trucs, etc., on peut venir à plusieurs ponctuellement. Tu vas faire du pair designing ou faire des designs critiques. Et en fait, là, tu appuies sur le levier de on est un design studio, on est plusieurs, et c'est pas juste une personne en freelance que tu as pris, quoi. Ok. Et justement, c'est une question que je me suis toujours posée parce que moi, j'ai fait que des startups. Donc je sais que tu as une personne qui bosse sur une squad, une autre qui bosse sur une autre squad, et puis des fois tu te retrouves et puis vous discutez un petit peu. Vous, comment est organisé le studio en interne ? Est-ce que comment les designers choisissent leur mission, s'ils peuvent les choisir, ou comment elles sont assignées à chaque designer ? Et après, comment vous faites pour profiter justement d'être en studio et de faire en sorte que quand vous êtes 4, c'est pas une personne qui travaille sur un projet, c'est 3 autres cerveaux qui sont en plus, qui arrivent et qui donnent des conseils. On parlait un peu de la review tout à l'heure. Est-ce que ça marche un peu pareil ou est-ce que vous avez un fonctionnement différent ? On a
mis en place des rituels chez nous en interne, tu vois, pour pouvoir justement échanger et avoir une vie d'équipe design, tu vois, et pas uniquement d'avoir des designers qui sont mis sur des missions et derrière on les voit plus de la semaine, quoi. Tu peux nous donner un peu les rituels que vous avez? On a un point design studio weekly en fait, hebdomadaire. Donc on prend un petit moment pour parler des sujets propres au studio, tu vois, de visibilité, tu vois, shot dribble, case sur le site internet, des trucs comme ça. On prend un moment pour savoir si y a des besoins de sollicitation de la part des autres designers, des designs critiques, du pair designing, etc. Si c'est pertinent. Okay. Et après sur la question sur comment sont attribuées les différentes missions aux designers. Le critère numéro 1, c'est la bande passante des personnes. Tu t'essayes de pas trop surstaffer les gens avec 2 missions de 3 jours par semaine en parallèle, quoi, sinon ça passe pas. Donc ça c'est le premier critère. Après c'est les compétences, la nature du sujet, et tu vois t'as un alignement entre ce que la personne son background et le besoin de la boîte. S'il y a énormément de design, de visual design par exemple, on va le filer aux personnes qui sont le plus compétentes là-dessus, quoi. Okay. Et après c'est le choix, les volontés de travailler sur tel ou tel sujet, quoi. Ok, je vois. Et dans toutes les boîtes, il y a toujours un sujet, on en parlait déjà tout à l'heure, de monter en compétences. L'avantage, c'est que The Design Crew fait aussi des formations. Comment vous faites monter les product designers du studio en compétences? Plusieurs trucs encore. Premièrement, ça se fait, encore une fois, empiriquement, en bossant sur des sujets, en s'imprégnant des équipes des équipes que tu vas rejoindre. Okay. Donc ça, c'est un premier flux d'apprentissage. Le deuxième, c'est pendant ces weekly, justement, on essaye d'échanger, de partager, etc. Il y a les one-one sur lesquels on essaye avec Jérémy, de donner un regard différent à certains aspects aux designers les plus juniors. Comme je t'ai dit tout à l'heure, on se base pas uniquement sur ce levier pour progresser. Et un des plus gros leviers que je trouve plus efficace pour faire progresser l'équipe, c'est de les faire contribuer à la partie formation. On fait contribuer les designers du studio qui bossent la semaine qui bossent une partie de la semaine sur des missions avec des startups à nos efforts de formation, parce que on a pu s'en rendre compte avec les gars, avec Jérémy et Jordan, quand tu as à te poser sur un sujet pour rationaliser toutes tes connaissances sur ce sujet-là, ça te fait progresser dans ce sujet-là. Parce que les connexions que tu peux avoir dans ta tête, qui sont un peu nébuleuses de comment ça fonctionne l'idéation, en fait, ça te pousse à les mettre sur des slides ou les mettre sur papier ou peu importe, et à te dire, ok, ah oui, c'est comme ça que ça fonctionne, et à relier les points, quoi. Et en fait, je pense que c'est un gros axe de progression pour les designers du studio de faire de la formation, ou pour n'importe qui d'autre, en fait, qui voudrait progresser, quoi. Le fameux... si tu sais, si tu arrives à enseigner ce que tu as appris, ça veut dire que tu l'as totalement appris et assimilé. C'est ça. Ouais. Tu penses que c'est un truc qu'il faudrait que les designers fassent aussi dans d'autres entreprises? Présenter ce qu'ils font, l'expliquer aux autres pour, progresser eux-mêmes et faire progresser les autres? Ouais, je pense que ouais, et c'est des enjeux que peuvent avoir tout à l'heure on parlait des équipes de Conto ou Doctolib, qui ont des structures maintenant où il y a de la hiérarchie dedans, tu vois, il y a des seniors, des juniors, etc. En fait, l'enjeu de faire progresser tes juniors, c'est de les faire coacher l'enjeu de faire progresser tes seniors, c'est de les faire coacher tes juniors, et en fait, je pense que tu les fais pas mal évoluer de cette façon-là, en les poussant à formaliser du feedback qui soit bien réceptionné par une personne junior et qui soit mise en application, donc de le suivre, etc. Donc tout ça, ouais, je pense que c'est hyper vertueux et ça peut bien fonctionner. Et après, le côté vraiment faire de la formation en soi, c'est très prenant. Donc je sais pas si constituer un support de cours, de training en interne dans une boîte, ça soit si efficace que ça, parce que ça prend énormément de temps à préparer, quoi. Quand tu étais chez Itch, il me semble que tu avais une grille d'évolution, ou en tout cas une grille de compétences pour tes designers. Est-ce que c'est quelque chose que vous essayez de remettre en place aujourd'hui dans le studio? C'est un sujet pour l'été. On a essayé donc quand le podcast sortira, normalement ça devrait être bon. On aura peut-être même communiqué autour de ça. Mais on a comme volonté d'avoir un plan de développement pour chaque personne de The Design Crew, pas uniquement le studio, mais The Design Crew au complet. Et on s'est inspiré de ce qu'on a vu dans les boîtes précédentes dans lesquelles on a bossé, de ce qu'on faisait chez Itch, par exemple, en termes de progression et d'évaluation des compétences de chacun. On va pas reprendre tel quel le career pass qu'on avait fait, parce que peut-être c'est pas pertinent, parce que c'était très
orienté Note, Startup et Itch en fait, parce qu'il y a toutes les valeurs de la boîte dedans. Mais on va se faire un truc qui est approchant de ça. Et une des premières briques, je pense, c'est de ritualiser les discussions que tu as sur la progression des gens en interne. Et en fait, tous les 6 mois, on va prendre un petit moment pour définir des objectifs, faire un point sur les compétences que tu as besoin de développer et ce que tu as réussi à développer sur le précédent semestre, ce genre de choses. Ça, c'est un peu le MVP de notre plan de progression, quoi. Et après, viendra peut-être des career pass pour tout le monde, quoi. Très clair. Là, le studio a 6 mois. Comment tu le vois évoluer dans les 6 prochains mois et dans les 2-3 prochaines années? C'est une bonne question. Déjà, tu vois, on a écrit un article en début d'année en disant qu'on pensait pas un jour lancer un design studio. Ce qui nous animait, nous, c'était de travailler sur un projet, d'itérer dessus, de le voir évoluer, avoir des métriques sur l'impact de notre travail, etc. Et que ça pouvait être un peu antinomique avec le fait de passer de mission en mission. Et en fait, on trouve notre satisfaction dans le fait de développer notre studio. Donc, on essaye de trouver des axes de travail, d'itérer sur notre façon de travailler, d'itérer sur notre offre et notre approche. Je pense que les grosses évolutions sur le studio, ils seront pas sur la diversification de l'offre qu'on va pouvoir avoir, même s'il y a peut-être plus de ponts à créer entre la formation et le studio. On pourrait très bien faire des trucs one shot avec des boîtes, machin. Ça, c'est peut-être des trucs qu'on va faire dans le futur. Je pense que l'évolution du studio, elle est dans la prise de parole qu'on va pouvoir prendre sur ce que c'est que le design et la valeur que ça peut apporter. Et axer notre communication sur justement l'impact qu'on a réussi à avoir, tu vois. Et donc, il va scaler en termes dans un chiffre d'affaires, nombre de personnes dans le studio, etc. Normalement, si tout se passe bien. Mais bon, ça, c'est pas une discussion très intéressante à avoir, quoi. On va juste avoir des personnes en plus, on va avoir des revenus en plus, etc. Non, c'est plus dans le côté comment tu fais contribuer les gens du studio sur la création de contenu ou l'organisation d'événements pour à la fois continuer à éduquer sur ce que c'est que le design en faisant venir des gens un petit peu comme toi tu le fais, mais aussi en partageant comment on a pu travailler et l'impact qu'on a pu avoir, et en mode voyez, en fait le design c'est pas juste on fait des interfaces, le design on a eu un impact mesurable, on a augmenté de 15% la rétention de tel service, etc. Donc c'est plus ça la direction que j'aurais envie de donner, tu vois, de te répondre aujourd'hui. Voilà. Sachant que ça a le temps d'évoluer. Sachant que ça a le temps de pas mal évoluer. Et tu vois, in fine, moi, t'as reçu il y a pas longtemps Tristan et Rémi sur leur bouquin de Discovery Discipline. J'adorerais un jour prendre le temps d'écrire un bouquin sur, pas un framework, pas un truc technique, mais sur voilà le design aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire qu'il a eu comme impact sur les dernières années, sur les boîtes qui ont mis l'accent sur le design, tu vois. Et tu penses à Alan, tu penses à Airbnb, tu penses à des boîtes qui ont voulu avoir un axe où on va te proposer une expérience simple sur un truc qui est d'habitude très compliqué, quoi. J'ai hâte de te recevoir du coup pour qu'on parle de ton bouquin et qu'on débriefe tout ça. Ouais, dans quelques années, quoi. Okay. Le rendez-vous est pris. Ouais. 5 ans 10 ans. C'est à toi de me dire. Ok, ça va, on en reparlera. Et j'avais posé la même question à Jordan, mais vous n'avez pas envie d'étendre le studio en intégrant par exemple la brand, parce qu'on sait que c'est un gros sujet de comment on intègre la marque dans le produit, comment on intègre le produit dans la marque, que les deux sont souvent séparés, à tort ou à raison. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous voulez laisser aussi de côté pour l'instant en disant peut-être qu'on bossera avec d'autres personnes qui font de la brand, mais c'est pas à l'ordre du jour. Ouais. Mais je suis convaincu, et ça fait plusieurs années que je me dis que c'est l'étage d'après. Parce que quand tu reprends l'histoire du produit, en fait, et à l'époque où je suis allé chez Blablacar, il y avait 4 product managers, pas de designer. Pourquoi ? Parce que c'était dur d'avoir un produit qui était fiable, qui fonctionnait, quoi. Et ça, c'est devenu plus ou moins une commodité aujourd'hui. Et il y a des boîtes qui se lancent avant même d'avoir des product managers qui se lancent avec des designers, parce que l'aspect différenciant, il se fait sur ta simplicité d'expérience, tu vois, ta simplicité d'utilisation. Et le côté expérience utilisateur, c'est un truc que j'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'ai l'impression que c'est un mot qui est rentré dans le langage courant et que les gens qui sont pas du tout de ce monde-là, pas du tout de la tech, t'es à la terrasse d'un café et tu discutes avec des gens qui sont... t'écoutes ce que disent les gens à côté, je serais pas surpris qu'ils te disent « Ah, l'expérience utilisateur de tel truc était nulle, quoi. » Ça me fait penser à l'application de la SNCF. Mais oui. Tu vois, je pense que les gens ont utilisé ces termes-là d'expérience utilisateur
quand il y a eu des petits remous avec la nouvelle application de la SNCF, quoi. C'est devenu la nouvelle normalité en fait. Si t'as une application pétée, elle est pétée. C'est ça. Quoi. Et ben ça devient hyper différenciant. De là à être devenu une normalité, je sais pas, mais ta différenciation en tant que produit ou qu'entrepreneur, elle peut se faire. Je dis pas qu'on est le centre du monde en tant que designer, tu vois, mais elle peut se faire sur ta simplicité d'utilisation. Et lorsque ça sera devenu une commodité, ben en fait, il y aura d'autres accès, d'autres axes qui seront différenciants, comme peut-être le design éthique, le fait que tu as des responsabilités, enfin tu crées une app qui est un peu plus responsable et ça devient une exigence pour les utilisateurs, et en fait ça c'est différenciant. Ou alors le côté comment tu le vends, quoi. Donc tout l'aspect branding, et peut-être que c'est ça l'étage suivant, tu vois. Et peut-être quand tu regardes aussi un bouquin comme Designing for Emotions là de Aaron Walter, qui te parle de au début un produit, la base des besoins d'un produit c'est d'être fonctionnel, après c'est d'être utilisable, et après c'est d'être enjoyable, etc. Bah c'est un peu ce délire là, quoi. Dernière question là-dessus. J'ai lu l'étude de cas d'Alma. Est-ce que c'est un peu ce que vous avez essayé de faire? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une belle partie product design du funnel de conversion, mais il y a des petites illustrations de chats, de chiens dessus qui ont été faites par une brand designer, une illustratrice. Est-ce que c'est quelque chose que vous essayez d'implémenter, ou c'est Dalma qui vous a demandé de faire ça? On a pas mal travaillé avec Dalma là-dessus, quoi. Ça venait pas de nous. Tu vois, sur une mission comme celle-là, on n'a pas eu d'input brand tellement important. On a essayé, mais en fait c'est pas notre métier, quoi. Okay. C'est pour ça que tout à l'heure tu me poses la question de est-ce que c'est l'axe que vous voulez développer, ou est-ce qu'on irait dans ces directions-là. Pour l'instant on sait pas faire. On est suffisamment lucide pour penser que c'est pas le même métier. Il y a des gens qui font ça vachement mieux que nous. Je passe à Marie Dehaye, tu l'as reçu? Je l'ai reçu à l'époque où elle était chez Alan. Okay. Donc c'est l'épisode numéro 7, je crois, avant qu'elle fasse son studio de branding. Voilà, et donc elle fait ça très bien. Et tu vois, on est suffisamment lucide aussi pour penser que c'est pas le même métier que nous, elle aussi inversement. Donc voilà. Chouette. J'ai une dernière question pour toi. Ouais. Est-ce qu'il y a un sujet ou une question que tu aurais voulu que je te pose? Ouais, je pense, ouais. Il y a des vidéos de deux Américains là qui ont fait une chaîne YouTube avec, ça date un petit peu, hein, mais avec des designers. Ils sont allés interviewer Katie Deal à l'époque où elle était chez Airbnb. Ils ont interviewé Jens Walter de Instagram. Et je crois que leur première question c'est qu'est-ce que tu as compris sur le design que tu as l'impression que d'autres personnes n'ont pas compris? Du coup, qu'est-ce que tu as compris sur le design que d'autres personnes n'ont pas compris? Il y a un truc dont j'ai l'impression, c'est en faisant des formations, on voit des gens qui sont très scolaires dans leur approche design, où ils vont dire, là on a fait du benchmark, là on a fait des tests utilisateurs, entre guillemets, parce que vous nous l'avez demandé, ou parce que c'est comme ça qu'on fait, et que c'est un métier qui est pas du tout dogmatique, j'ai l'impression, et qu'il faut réussir à avoir le bon mindset, et toujours se demander, ok, c'est quoi le plus petit truc que je peux faire pour valider cette idée-là, ou le plus petit truc que je peux faire pour avoir cette réponse-là. Et ça, j'ai l'impression qu'une fois que tu le comprends, en fait, t'as plus trop de problèmes de process ou autre, et t'as une approche un peu différente de, là, ok, on a fait un benchmark parce que c'est pas parce que vous nous l'avez demandé, mais c'est parce que on s'est dit qu'il y avait quelque chose dans ce service-là qui pourrait nous aider. Et en fait, on a appris ça de ce benchmark-là. Et les gens, j'ai l'impression qu'il y en a pas tant que ça, qui mettent leurs conclusions avant, ou en tout cas dont les conclusions sont principalement ce qu'il y a besoin de retenir de leur travail, plutôt que les étapes par lesquelles ils sont passés. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Et je vais rebondir dessus parce que, et là je vais parler de mon expérience, j'ai l'impression qu'il y a deux choses. Tu vas me dire si tu es d'accord ou pas, mais la première c'est que j'ai l'impression que à tellement vouloir démocratiser la user research, le product design, on est arrivé dans un cas où tout le monde a intégrer cette règle de il faut faire de la recherche, il faut faire du benchmark et tout ça à un niveau outrancier, où du coup maintenant quand tu arrives et tu fais bon bah voilà, basé sur ce qu'on sait ou quelques questions qu'on a posées à des utilisateurs, on peut partir là-dessus, et tout le monde te dit ah non mais il faut faire 10 tests machin et tout ça. Et la deuxième partie, ce qui fait que j'ai l'impression qu'on se back de plus en plus parce que la conclusion n'importe pas, c'est plus les gens cherchent à se dire ok, la méthode a bien été suivie, ce qui fait que tu en arrives à des trucs débiles où à chaque fois moi je vois parfois on passe plus de questions à se dire oui mais maintenant t'as un clic en plus, mais t'es là tu fais oui mais en fait ça solutionne tout le problème, mais oui mais il y a la règle des 3 clics, oui mais tu vois.
Ouais, c'est ça. Et c'est une partie du talk que j'ai fait, les raisons pour lesquelles on m'a demandé de venir parler à la Product Conf récemment, où j'ai pas mal axé mon truc sur le process versus le mindset des gens. Et on s'en fout du process. Tu vois, c'est pas une recette de cuisine que tu vas suivre. C'est comment tu fais pour valider des idées et apprendre des trucs rapidement, quoi. Et il y a, tu vois, tu disais tout à l'heure on va faire cette étape, puis cette étape, puis cette étape, parce que maintenant on a été habitué à faire ça. Il y a l'exemple que je prends tout le temps, c'est eFounders. Ils font pas de recherche utilisateur. Ah ouais? Je crois pas. En tout cas, où ils le font pas comme ça. Mais j'ai l'impression qu'ils ont des bonnes intuitions. Et une boîte qui a des bonnes intuitions, qui se plante jamais, et qui à chaque fois qu'elle lance une boîte, une startup, ça fonctionne, bah fait pas de recherche utilisateur, en fait, change rien, quoi. Donc c'est plus comment tu t'adaptes à la fonction comment tu t'adaptes à la façon de travailler de la boîte pour pas la révolutionner, mais plus te plugger sur votre façon de travailler et la direction que ça prend. Et si les idées, la première idée de Thibaut, qui est le CEO de eFounders, elle est toujours bonne, bah fais pas d'idéation, base-toi sur la première idée de Thibaut, quoi, parce qu'il se plante pas. Et tout revient dans le côté mindset de t'as le droit de te planter, et te plante-toi rapidement et apprends vite de ton travail, quoi. Et si tu te plantes pas, bah change rien, quoi. On va rester là-dessus, hein. Est-ce que tu as des ressources à nous recommander? Donc c'est la seule question que tu m'as posée que je pouvais préparer, et c'est évidemment la seule où je me suis pas vraiment préparé, parce que parce que je suis pas un grand lecteur, et j'ai basé essentiellement mon apprentissage de ce métier-là par l'empirisme en faisant des erreurs, tu vois. Et même si c'est dur. Même si c'est dur, même si il faut vivre avec le fait d'avoir des échecs, quoi. Et les trucs qui m'inspirent, tu vois, il y a pas de bouquin de produits, de ressources de produits, etc., qui vont m'inspirer, parce que ça m'intéresse pas tant que ça, finalement. C'est plus des trucs qui m'ont servi par la suite et à comprendre des trucs dans le produit et dans le design. J'ai lu le bouquin de Phil Knight, c'est le fondateur de Nike, un bouquin qui s'appelle Shoe Dog, et où il raconte lui-même ses mémoires. Je sais pas si Je l'ai lu. Tu l'as lu? Je l'ai lu en français, et je suis en train c'était l'art de la victoire en français, je crois. C'est ça, ouais. Et moi, ça me fait me comprendre, je comprends maintenant pourquoi c'est une des marques les plus puissantes du monde, parce que la capacité de son fondateur à raconter des histoires est fabuleuse, tu vois. Il raconte trop bien, et t'as trop envie de le suivre, et franchement, le bouquin est trop fort, quoi. Et donc ça m'apprend le storytelling, tu vois, genre pourquoi c'est important, et comment en tant que, j'aime pas ce terme, mais de product leader ou design leader, en fait, tu peux inspirer tes équipes, quoi. Donc ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est un podcast qui s'appelle Quête latérale, et qui est un podcast de jeux vidéo. Mais pas d'actualité, pas de critique, pas de chronique, etc. Plus de comment tu conçois des jeux vidéo, et de cet écosystème, comment il fonctionne, quoi. Et en fait, il y a des parallèles intéressants à faire avec notre métier. Et en fait, c'est des gens dont t'as pas l'habitude d'entendre parler quand t'es dans ce cercle, cet écosystème de produits et de design. Mais en fait, tu vois que les réflexions, c'est les mêmes, tu vois. Moi, j'ai vu des chroniques super intéressantes qui disaient que FIFA et League of Legends, c'était le même jeu. Et en fait, quand tu regardes, ils poussent l'analogie un peu loin, etc. Et en fait, tu te dis, ah ouais, en fait, il y a des mécaniques, c'est un peu pareil, quoi. Donc, moi, j'ai trouvé ce podcast super passionnant. À chaque fois qu'il sort, je me rue dessus, quoi. Pas parce que ça parle de jeux vidéo en particulier, mais parce que les mécaniques dont ils discutent sont super intéressantes. Ok, je mettrai le lien dans la description. Et ça me permet de faire un dernier name dropping, puisque j'ai fait un épisode avec Gero Zucchini, alias Doc Gero, qui fait un peu des analyses comme ça sur YouTube, et où on a parlé un peu de quand il a créé un jeu vidéo, un peu toutes les mécaniques du X-Design et tout ça. Donc on en parle, et c'est hyper intéressant. Julien, on va s'arrêter là. Merci de m'avoir reçu. Depuis le temps qu'on vous laisse capter. Ouais, depuis le temps qu'on devait discuter. Merci beaucoup pour ton temps. Dernière question, juste si quelqu'un veut te contacter, on le renvoie vers quoi? LinkedIn, Twitter? Je sais que tu es actif un peu partout. Les deux. LinkedIn, Twitter, je réponds à tout. Ok, très bien. Je mettrai le lien dans la description. Merci encore, Julien. Merci. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission. À très bientôt.